Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce troisième épisode consacré aux fonctions récursives. Alors avant de se lancer dans de nouveaux exercices, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour me soutenir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se lancer dans le travail. Allez, c'est parti. On poursuit avec le 11e exercice, et là on veut créer une méthode qui recherche la valeur maximale d'une liste. Très bien, l'énoncé est assez parlant, donc on va créer une liste sur laquelle on va travailler. Donc on va prendre quelques valeurs, 0, -1, 3, -4, 5, 6, -41, -85, 95 et puis 1. Voilà. Alors, ce que l'on veut, c'est stocker le résultat maximal dans une variable. Donc cette variable, je vais l'appeler maxList. Et ça sera ce que renvoie récursion max à laquelle je vais envoyer ma liste. Donc, on va parcourir notre liste à la recherche de la valeur maximale. J'écris la définition ici, récursion max de liste, et je crée ma machine infernale, donc récursion max de liste. Ok. Alors, on sait qu'on doit parcourir l'entièreté de la liste. Donc, on sait qu'on va avoir besoin d'une variable qui nous permet de compter les itérations dans la liste, et il va falloir stocker le maximum dès qu'on le rencontre. Pour ça, je vais créer en paramètre une variable que j'appelle maxList et qui pour le moment est égale à 0. Tant que i est inférieur à la longueur de la liste. Autrement dit, tant qu'on n'est pas sorti de notre liste, sachant que le dernier élément d'une liste, il est à l'indice, la longueur de la liste, -1. Ok. Alors, si on est au premier indice, donc si i est égal à 0 ou que liste de i est supérieure à maxList, autrement dit, l'élément que l'on consulte maintenant a une valeur supérieure à tous les éléments que l'on a rencontrés jusque-là, alors on change la valeur de maxList, et maxList va être égal à liste de i. Ok, on fait notre récursion, mais là on constate ici que on ne récupère rien. On veut récupérer le maximum, donc maxList égale récursion max de liste. Et enfin, dans le cas où i va finir par être égal ou supérieur à l'env de liste, il va nous falloir renvoyer maxList. Là, notre fonction de récursion, elle est terminée. On va faire un test, donc print de maxList. Hop, CTRL F5 pour interpréter. Et là, il me dit qu'il y a une erreur, maximum récursion atteint. Et oui, erreur de ma part, ici c'est i plus 1 maxList. Il y a 3 paramètres. Je refais CTRL F5. Et là, il me dit que le maximum qu'il a trouvé dans la liste, c'est 95, et c'est bel et bien 95. Alors, on pourrait changer, par exemple, ici, au lieu de mettre -41, on peut mettre 2856. CTRL F5, et là, il me dit bien que le maximum dans ma liste, c'est 2856. Petite démonstration du fonctionnement ici sur la droite. Donc là, on a une liste 0, 2, -1, 5, 1, 1, 8, 0. Et on part sur la récursivité. Donc, premier appel, i est égal à 0, maxList est égal à 0. Alors, quand i est égal à 0, on sait que maxList est égal à liste de i, mais là, comme liste de i, donc liste de 0 est déjà égal à 0, maxList ne change pas, il reste égal à 0. Donc, ici, dans l'appel récursion max list i plus 1 maxList, on va avoir notre liste, i plus 1, donc i va être égal à 1, et maxList sera toujours égal à 0. Là, à l'indice 1, on rencontre le 2. Alors le 2, c'est supérieur à tous les nombres que l'on a rencontrés jusque-là, puisque 2 est supérieur à maxList. Donc ici, on va stocker le 2. On continue notre récursion, donc on tombe sur -1. Ça, c'est pas supérieur à 2, donc on avance. On tombe sur 5. 5 est supérieur à 2. Donc 5, on va le stocker dans maxList. Et puis, on va continuer d'avancer dans nos récursions. Et on va faire l'élément ici qui est égal à 1, l'élément ici qui est égal à 1, et puis on va arriver à 8. 8 est supérieur à maxList puisque maxList est égal à 5 pour le moment, donc maxList va être égal à 8. On continue, et là on arrive à i égale 8. Alors, notre liste ici, elle a une taille de 8, autrement dit il y a 8 éléments, donc l'élément à son dernier indice, c'est l'élément à l'indice 7. Ici, i est égal à 8, la longueur de la liste est égale à 8, donc 8 n'est pas inférieur à 8, 8 est égal à 8.
Donc on ne rentre pas dans cette condition et on renvoie maxList. maxList est récupéré ici, et puis on renverra maxList, et finalement on va faire que des returns. Donc là on renvoie 8, on renvoie 8, on renvoie 8, on renvoie 8, on dépile toutes les fonctions qui étaient appelées jusqu'à renvoyer 8, et le nombre maximum justement dans cette liste d'éléments c'était bien 8. Donc ça c'était pour le fonctionnement de la recherche d'un maximum dans une liste de valeurs. Avec la récursivité, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Nous voici sur le 12e exercice. Alors il ne faut pas se laisser impressionner par tout le code que j'ai déjà écrit. L'idée derrière cet exercice, c'est d'afficher l'arbre généalogique d'une famille. Pour ça, j'ai préparé une classe qui s'appelle personne, et une personne, elle a un nom, elle a des enfants, et elle a un parent. Elle fait également partie d'une génération. J'ai créé une méthode dans cette classe qui s'appelle aboutMe. Donc tout simplement, quand on fait un objet personne.aboutMe, la personne parle en fait de ce qu'elle est, de qui elle est. Donc elle dit je suis, et là elle donne son nom. Si elle a des enfants, elle dit combien elle a d'enfants et elle donne leur nom dans cette boucle ici. Si elle n'a pas d'enfants, elle dit je n'ai pas d'enfants. Et enfin, si elle a des parents, elle dit mon parent est, et là on donne le nom du parent. Sinon, on écrit mon parent est inconnu. J'ai préparé ici un dictionnaire de personnes. On voit par exemple ici que Elisabeth, donc c'est une clé, c'est une personne. Elisabeth, elle a 2 enfants, Arthur et Charles, et par contre elle n'a pas de parents. Arthur, c'est une autre personne, et lui il a 2 enfants, Édouard et Georges. Son parent est Elisabeth. Charles, c'est une autre personne, et donc lui il n'a qu'une enfant, Lucie. Son parent étant Elisabeth. L'idée est d'utiliser une méthode récursive pour parcourir l'arbre généalogique de cette famille. Alors lançons-nous. On va avoir la définition de la méthode, donc récursion généalogie. Et ici, il va nous falloir donc l'arbre généalogique en question de la famille, un nom de personne et savoir à quelle génération cette personne appartient. Alors pour le moment, je vais faire passe. Ici, il nous faut un endroit où débuter l'arbre généalogique pour pouvoir le parcourir. On le débute ici avec Elisabeth. Pourquoi Elisabeth? Tout simplement, j'ai décidé que c'était elle qui était en haut de l'arbre généalogique, donc elle n'a pas de parents, elle a juste des enfants, et puis on va aller d'enfant en enfant pour reconstituer cet arbre généalogique. Et enfin, je fais appel à ma méthode récursive, récursion généalogie, et je lui envoie l'arbre et le début de l'arbre. Ok. Que veut-on faire? On veut que chaque personne soit ajoutée à l'arbre généalogique, donc on consulte cette personne et on veut que cette personne parle d'elle, donc on veut utiliser la méthode aboutMe. Pour ça, je vais tout d'abord dans l'arbre donc faire tree person name et je vais égaliser la génération avec la génération qui est donnée en paramètre. Je vais également faire parler cette personne, donc tree person name .aboutMe. Donc la personne à laquelle on arrive va dire qui elle est, si elle a des enfants, comment elle s'appelle, etc., etc. En revanche, si une personne n'a pas d'enfant, donc si on arrive à une personne justement qui est simplement une personne sans enfant, donc if not tree person name.child is none, regardez ici, quand il n'y a pas d'enfant, on le définit à none. Donc ici on teste si child est différent de none. À ce moment-là, on parcourt les enfants, donc for child in tree person name.child, et c'est là qu'on va faire appel à notre récurrence, c'est-à-dire que on va parcourir les enfants. Par exemple, si nous étions sur Arthur, Arthur a 2 enfants, donc dans cette boucle for child in tree Arthur.child, on va aller voir Édouard et Georges. Et pour ça, on va refaire appel à notre récursion, donc récursion généalogie, et là on va envoyer notre arbre généalogique, l'enfant, et la génération, ça va être la génération suivante, donc on fait génération plus 1. Si on ne rentre pas dans le if ici, donc si la personne n'a pas d'enfant, on fait tout simplement un return, c'est-à-dire qu'on est arrivé en bas de sa branche, de sa lignée. Donc là, récursion généalogie est terminée.
on va pouvoir tester notre code. Donc comme d'habitude, je fais un CTRL F5 pour lancer l'interpréteur. Et voilà, donc là ici, on a génération 1, je suis Elisabeth, j'ai 2 enfants, Arthur, Charles, mon parent est inconnu. Génération 2, donc on est passé à Arthur, je suis Arthur, j'ai 2 enfants, Édouard et Georges. Donc là, génération 3, on passe à Édouard ici, je suis Édouard, j'ai 2 enfants, Henri et Karl. Donc hop, Henri, on va passer à Henri. Je suis Henri, et j'ai un enfant, Georges 2, donc on va passer à Georges 2. Et là, je suis Georges 2, je n'ai pas d'enfant, mon parent est Henri. Et comme Georges 2 n'a pas d'enfant, on ne va pas rentrer dans la boucle for de récursion généalogie ici. Donc on va remonter d'une génération. Vous voyez qu'ici, Georges 2 était de la génération 5, on remonte à la génération 4. Et là, on arrive sur Karl. Donc Karl, je dis, je suis Karl, je n'ai pas d'enfant, mon parent est Édouard. Et puis on remonte à Édouard, enfin à la liste des enfants d'Édouard. Édouard, il avait 2 enfants, Henri et Karl, et puis à ce moment-là, on passe à l'enfant suivant, on passe à l'enfant suivant, etc. Et on parcourt toute la généalogie. Donc voilà, ça c'était pour le 12e exercice. J'espère que vous avez compris un petit peu comment c'est. Et du coup, pour ceux qui ont déjà vu la théorie des graphes, vous pouvez voir que ça ressemble justement à un parcours dans un graphe. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Nous en sommes à l'exercice 13 et nous voulons recoder la fonction replace d'une chaîne de caractères. Alors si vous ne savez pas c'est quoi la fonction replace, je vous ai préparé un petit exemple. Ici j'ai instancié une chaîne de caractères qui est égale à fotpi, et je dis s.replace, et je veux que tu me remplaces le t par un x, et donc ça me redonne foxpi. Les t ont été remplacés par un x. On veut recoder cette méthode. Alors, on prépare nos variables sur lesquelles on va tester notre méthode. Donc ici f1, o1, x1, x1, p1, y1. Et ici, je vais récupérer ma nouvelle chaîne de caractères dans newString. Et ce sera la chaîne de caractères renvoyée par récursion replace, à laquelle j'envoie en paramètre ma chaîne de caractères, le caractère que je veux remplacer, et le caractère avec lequel je vais remplacer le caractère à remplacer. Donc là, on a préparé nos variables. On va pouvoir monter à la définition de récursion replace, donc def récursion replace. Et là, ici, on va avoir notre chaîne de caractères, toReplace, qui est l'élément à remplacer, replacement, qui est l'élément qui va le remplacer. Très bien. Petit réflexe, on crée la machine infernale. Donc, récursion replace, string, toReplace, replacement. Alors là, comme d'habitude, on a notre boucle infinie, notre machine infernale. Comment on va l'arrêter? Pour remplacer tous les caractères que l'on veut remplacer dans la chaîne de caractères, il faut la parcourir dans son entièreté. Pour la parcourir, on va utiliser un itérateur. Donc, comme d'habitude, on va se servir de i qui va débuter à 0 et à chaque fois, on enverra i plus 1. Ça nous donne une petite idée de notre condition d'arrêt de la machine infernale. Tant que i est inférieur à la longueur de la chaîne de caractères, on va continuer de faire une incrémentation de i pour progresser dans notre chaîne de caractères. Maintenant, à chaque récursion, je vais créer une nouvelle chaîne de caractères qui sera vide et on va regarder ce qui se passe dans le if. Alors, si string de i est égal à toReplace, autrement dit, si le caractère sur lequel on est dans la chaîne de caractères est égal au caractère que l'on veut remplacer, alors on le remplace. Et pour ça, on fait newString plus égal, donc on concatène à notre chaîne de caractères vide newString, la chaîne de caractères que l'on veut remplacer, donc ici la variable replacement. Très bien. Si string de i est différent de replace, donc dans le else, à ce moment-là, on concatène à newString tout simplement string de i, on ne change pas le caractère à l'indice i. Ok, notre récursion ici, elle est bien en place. Cependant, il faut qu'on récupère quelque chose de cette récursion. Et ce que l'on va récupérer, ce sera newString plus égal récursion replace, à laquelle on envoie string toReplace, replacement et i plus 1. Il nous reste une chose à faire, c'est le return. Il faut bien que quelque chose soit renvoyé par cette méthode récursive. Et ça sera en dehors du if.
on va renvoyer newString. Là, notre méthode récursive, elle est terminée. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc ici, on a la chaîne de caractères F1, O1, X1, X1, P1, Y1, et on l'envoie à récursion replace. Sachant qu'ici, on n'a dit que rien pour le i est égal à 0. Donc voici l'appel à récursion replace, notre chaîne de caractères, le caractère à remplacer, le caractère de remplacement et i. Là, on va progresser. Donc quand i est égal à 0, ça veut dire que i est égal au f majuscule. Donc string de i est différent de 1, donc on va concaténer le f majuscule. On passe à i égale 1. String de 1 est égal à 1. Donc là, la condition, elle est bien validée. If string de i est égal à toReplace, c'est le cas, 1 est égal à 1. Donc là, on concatène à newString notre caractère de remplacement, et notre caractère de remplacement, c'est tout simplement une chaîne de caractères vide. Autrement dit, on ne veut plus les 1 dans notre chaîne de caractères. On va procéder à cette récursion et à cette avancée, tac, 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 jusqu'à ce que i soit égal à 12. Et en effet, notre chaîne de caractères ici, elle a une longueur de 12. 4, 8, 12. Ce qui veut dire qu'ici, i est égal à 12, et donc i n'est pas inférieur à 12. I est égal à 12. Alors, on va passer par notre return. NewString est égal à une chaîne de caractères vide, donc ici, on renvoie une chaîne de caractères vide. Juste avant, on avait le 1. Le 1 était remplacé par une chaîne de caractères vide, donc on renvoie une chaîne de caractères vide et une chaîne de caractères vide. Juste avant, c'était le y, on l'a conservé, donc ici on va renvoyer le y plus une chaîne de caractères vide. Ensuite, il y a le 1. Le 1, ça donne une chaîne de caractères vide que l'on va concaténer à ce qu'a renvoyé récursion replace, donc notre y. Donc on renvoie une chaîne de caractères vide à laquelle on concatène y, donc ça donne y. On arrive à notre p. Le p ici, on l'a conservé puisque le p est différent du caractère à remplacer. Donc on va concaténer p et ce qui est renvoyé par récursion replace. Donc on va concaténer p à y et on va renvoyer py. On arrive à un nouveau 1 ici. Le 1 est remplacé et donc on a une chaîne de caractères vide qui va se voir concaténer py. Donc on renvoie py. On arrive au x. Donc le x, on l'a gardé puisqu'il est différent de 1 et on va concaténer x à py et on va faire ça à chaque fois jusqu'à ce que l'on obtienne le dernier renvoi du tout premier appel à récursion replace, c'est-à-dire un f majuscule auquel on concatène oxp, ce qui va renvoyer foxp. Donc on peut tester ici, on va faire un print de newString et comme d'habitude, CTRL F5 pour interpréter le code. Et ici, vous voyez qu'il m'a bel et bien renvoyé foxp. Il m'a donc remplacé les 1 par une chaîne de caractères vide. Alors, on pourrait effectuer un autre test pour voir si ça fonctionne. Je vais reconstituer la chaîne de caractères foxp. Et j'aimerais, par exemple, remplacer le O par un O majuscule. CTRL F5. Et mon O minuscule a été remplacé par un O majuscule. Alors ici, juste petite indication, j'ai rendu la méthode plus facile puisque la méthode replace qui est en Python, on peut remplacer une chaîne de caractères qui est plus longue. On aurait pu faire par exemple s.replace et remplacer OTT par OXX. Et ça aurait donné foxp aussi. Là, dans la méthode que l'on a codée, ça ne prend pas plusieurs caractères en compte, on ne peut seulement remplacer qu'un seul caractère par un autre. Mais l'idée, comme toujours dans cette série d'exercices, c'est non pas de créer des méthodes qui sont optimales et qui fonctionnent parfaitement. L'idée, c'est bel et bien de comprendre comment fonctionne une récursivité. C'est pour ça qu'on simplifie les exemples qui sont donnés. Donc on n'a pas la totalité de la fonction replace ici qui est recodée. Néanmoins, on a le début d'un comportement de la fonction replace qui est recodé, c'est tout simplement de replacer un caractère par un autre. Cet exercice, il est à présent terminé, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Nous voici à l'exercice 14 et l'énoncé est très simple, on veut concaténer deux chaînes de caractères. Alors qu'est-ce que ça veut dire concaténer deux chaînes de caractères? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai préparé un petit exemple. Ici, ma variable S1 contient une première chaîne de caractères qui s'appelle fox. La variable S2 contient une deuxième chaîne de caractères qui s'appelle py. Et quand je fais S1 plus S2, ça concatène mes chaînes de caractères, c'est-à-dire que ça me les met
l'une au bout de l'autre. Ici, on reconstitue donc foxp. J'ai préparé un deuxième exemple, donc une première chaîne de caractères contenue dans S1 qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une deuxième chaîne de caractères S2 qui contient 7, 8, 9. Et quand je les concatène, on retrouve bien une seule chaîne de caractères constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, créons nos variables de travail. On sait qu'on va avoir besoin de deux chaînes de caractères. Donc je vais reprendre S1 et on va reprendre le même exemple, c'est-à-dire que S1 sera égal à fox, S2 sera égal à pi. Je vais avoir une chaîne de caractères qui va récupérer ce que renvoie ma méthode récursive et je l'appelle newString. Et cette méthode, je vais l'appeler récursion concatène. Alors que sait-on? On sait qu'on veut lui envoyer nos deux chaînes de caractères. Donc on lui envoie S1 et S2. Je monte tout en haut et je crée la définition de récursion concatène qui récupère en paramètres S1, S2, donc deux chaînes de caractères. Je crée ma machine infernale, récursion concatène, S1, S2. Donc comme d'habitude, ici on a une récursion infinie, il va falloir arrêter cette machine. Réfléchissons un petit instant. Ce que l'on veut faire, c'est concaténer les deux chaînes de caractères et pour ça on va avoir besoin de parcourir la première chaîne de caractères, puis de parcourir la seconde chaîne de caractères. On va donc avoir besoin de deux itérateurs, un itérateur qui va parcourir la première chaîne de caractères et un itérateur qui va parcourir la seconde. Je vais ici donc dans les paramètres instancier i et j qui seront tous deux égales à 0 si on n'envoie aucun paramètre ij ici, donc si on ne leur donne pas une valeur spécifique. Très bien. Je vais créer une variable, newString ici à l'intérieur de récursion concatène qui sera une chaîne de caractères vide et on va du coup avoir deux conditions. Une condition qui va tester si on est arrivé à la fin de la première chaîne de caractères et une condition qui va tester si on est arrivé à la fin de la seconde chaîne de caractères. Alors première condition, si i est inférieur à la longueur de S1. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à la fin de la première chaîne de caractères et donc on va continuer notre récurrence. Ici, on va continuer notre récurrence en envoyant i plus 1 puisque c'est i qui se balade au sein de la première chaîne de caractères et j on n'y touche pas donc on renvoie j. Que veut-on? On veut que newString se voit récupérer l'élément i de la première chaîne de caractères. Donc newString plus égale, et on va lui associer S1 de i, donc le ième caractère de la chaîne de caractères S1. Alors j'ai parlé de deux conditions, donc voici la deuxième. Sinon, si j est inférieur à la longueur de S2, sachant que c'est avec j que l'on va parcourir S2, et ici, on reprend le même procédé, on concatène à newString S2 de j, et on va récupérer ici newString plus égale récursion concatène. On a besoin de la première chaîne de caractères, on a besoin de la deuxième chaîne de caractères. Ici, i ne va plus bouger, et c'est j qui va se voir incrémenté de 1. J'en profite également pour recréer ici newString plus égale récursion concatène dans notre première condition. Et il nous reste une dernière chose à faire, c'est tout simplement le return. Il faut bien qu'on renvoie quelque chose. Alors, return, et que va-t-on renvoyer? Notre nouvelle chaîne de caractères. Ici, la méthode récursion concatène, elle est terminée, et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. On débute avec une première chaîne de caractères qui s'appelle fox avec 2x et une deuxième chaîne de caractères qui s'appelle pi, py. Donc en paramètres, on a fox, pi, i égale à 0 et j égale à 0. Ok. I est donc inférieur à l'env de S1, donc on concatène à newString S1 de i, donc on concatène à newString le F majuscule. On va ensuite envoyer i plus 1 dans récursion concatène. Donc on a cette écriture-ci, fox, pi, i égale 1, j égale 0. Le j ne bouge pas ici. I est toujours inférieur à l'env de S1 puisque l'env de S1 c'est la longueur de fox et la longueur de fox c'est 4. 1 est inférieur à 4.
Donc on concatène à newString S1 de 1, donc on concatène le O minuscule. On re-rentre dans récursion concatène, I est égal à 2, puis I est égal à 3, puis I est égal à 4. Ah, I est égal à 4, sachant que la longueur de S1 est égale à 4, 4 n'est plus inférieur à 4 puisque 4 est inférieur à 4. On va donc regarder la deuxième condition, est-ce que J est inférieur à la longueur de S2? C'est le cas, notre J n'a pas bougé jusque-là, il est égal à 0, et la longueur de S2 c'est la longueur de la chaîne de caractères PY, c'est 2. 0 étant inférieur à 2, on rentre dans cette condition, et on concatène à newString S2 de J, donc S2 de 0, donc la lettre P. On re-rentre dans récursion concatène, donc on est ici. Fox Pi, I est égal à 4, et J a été incrémenté, donc J est égal à 1. I, il est toujours égal à la longueur de S1, donc on rentre pas. 1 est inférieur à 2, on rentre, et on concatène à newString S2 de 1, et S2 de 1, c'est Y. On re-rentre dans récursion concatène et J est égal à 2. Là, par contre, I est égal à la longueur de S1, J est égal à la longueur de S2, 2 ici n'est pas inférieur à 2, on va donc passer au return, newString. On renvoie newString et newString est vide. Donc ici, on fait un return d'une chaîne de caractères vide. Juste avant, on avait un J qui était égal à 1 et on avait récupéré le Y. Donc, à la récursion concatène ici à cette étape, on renvoie Y. Après, on avait une étape où I était égal à 4 et J était égal à 0. Quand J était égal à 0, c'était le caractère P qui nous intéressait. Donc, on va renvoyer la concaténation de P plus Y. Ici, c'est quand I est égal à 3. Donc, quand on était sur un X, on va renvoyer X concaténé de PY. Ici, I était égal à 2, c'était un X, on va renvoyer le X, auquel on concatène XPi. Ici, on est sur le O, on va renvoyer O plus XPi, et ici, on va renvoyer F plus OXPi. Au final, on renvoie bel et bien FoxPi. Donc on peut tester, on va faire un print de newString, CTRL F5 pour interpréter le code, et on voit bien que la chaîne de caractères ici a été reconstituée, elle est égale à FoxPi. On peut, je vais juste fermer ça, on peut changer, on peut tester d'autres choses, par exemple hello espace world, CTRL F5 pour interpréter le code, hello world. Nos chaînes de caractères ont bien été concaténées. Dans ce 15e exercice, on va reproduire le comportement du calcul du modulo. Le modulo, c'est un opérateur qui donne le reste de la division. 3 modulo 2, ça donne 1. En effet, 3 est constitué d'une fois 2 plus 1. 11 modulo 4, ça donne 3. En effet, 11 est constitué de 2 fois 4 plus 3. L'idée, pour notre récurrence, ça va être d'opérer une succession de différences jusqu'à ce que le nombre auquel on a opéré la différence est inférieur au modulo, au nombre modulo. Alors j'ai donné un exemple ici, je reprends avec le 11, 11 modulo 4, finalement on opère une fois la différence avec 4, il nous reste 7. On opère une deuxième fois la différence avec 4, il nous reste 3, et là par contre 3 est inférieur à modulo 4, ici au nombre 4, et donc on arrête notre récurrence, on a notre reste. En effet, on a fait 2 fois 4, plus 3, et ça nous a donné 11. On peut se lancer dans le code, maintenant qu'on sait ça. On a besoin de deux nombres, alors ici, nombre 1 sera égal à 17, nombre 2 sera égal à 4, et je vais stocker le résultat de ma récurrence dans une variable modulo, ma méthode s'appelant récursion modulo, qui va prendre en paramètre un premier nombre et un deuxième. Je monte en haut de mon code pour en écrire la définition, donc récursion modulo, nombre 1, nombre 2. Très bien. Double point ici. Alors, on crée notre machine infernale. Récursion modulo, nombre 1. Ah, j'ai mis nombre 1, nombre 2. Ok. Comment on arrête cette machine infernale?
Je vous ai parlé du fait que l'on arrêtait dès que la différence est inférieure au nombre modulo, donc au deuxième nombre. Eh bien, on a notre solution. Tant que le nombre 1 est supérieur ou égal au nombre 2, alors on applique notre récursion. Et si ce n'est pas le cas, on renvoie notre nombre. Alors ici, je vais l'appliquer à nombre 1, donc je vais renvoyer nombre 1. Et ici, je vais récupérer nombre 1. Et bien ici, c'est terminé. Notre récurrence, elle fonctionne. Et je vais vous montrer par un exemple comment ça marche. Au tout début, on a deux nombres, 17 et 3. Donc nombre 1 est égal à 17, nombre 2 est égal à 3. Je fais appel à récursion modulo qui prend en paramètre 17 et 3. J'opère à... Ah oui, ici c'est, pardon, c'est nombre 1 moins nombre 2. Voilà. À chaque fois, on change le nombre 1. Ici, comme mon nombre 2 est de 3 et que mon nombre 1 est de 17, je vais envoyer 17 moins 3, 14. 14 étant supérieur à 3, on continue. Donc j'envoie 14 moins 3, 11. 11 étant supérieur à 3, c'est ce test-là que l'on fait. 11 étant supérieur à 3, on envoie 8. 11 moins 3. 8 étant supérieur à 3, on continue, on envoie 8 moins 3, 5. 5 étant supérieur à 3, on envoie 5 moins 3, 2. Ah là, par contre, 2 n'est pas supérieur ou égal à 3. On a notre reste, on peut le renvoyer, donc c'est le return. Return 2, return 2, return 2, return 2, return 2, return 2. Et on a récupéré notre modulo. 17 modulo 3, ça fait 2. Alors on peut tester ici, je vais mettre hop, 3, print modulo, CTRL F5 pour interpréter le code, et il me donne bien le 2. On peut tester avec un des exemples que j'ai écrit ici dans le terminal, 11 modulo 4, donc mon nombre 1 sera égal à 11, mon nombre 2 sera égal à 4, CTRL F5, et c'est égal à 3, c'était bien ce que l'on avait trouvé ici, 11 modulo 4 était bel et bien égal à 3. Donc voilà, on en a fini pour ce 15e exercice, qui sera le dernier de cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette série d'exercices et j'espère qu'elle vous aura été utile pour comprendre la récurrence. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3e épisode consacré aux fonctions récursives. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Le bouton s'abonner doit traînailler quelque part par là. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres exercices.